Bonsoir et bienvenue à tout le monde sur cette conférence sur la société de caste organisée par les forums France-Inde. Pour un petit rappel, les forums France-Inde, c'est un collectif d'amis de l'Inde et nous avons pour objectif de faire découvrir ce qu'est l'Inde et la société indienne en dehors des clichés habituels et de la communication officielle qu'impose la géopolitique. Nous faisons ça à travers des tables rondes en ligne publiées sur notre chaîne YouTube, des témoignages en direct de l'Inde, des articles, mais aussi des éditos. Donc, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube ainsi qu'à notre newsletter. Il suffit de se connecter sur les forums au pluriel franceinde.fr. Et avant de démarrer cette conférence, j'aimerais bien faire un petit tour de table pour vous présenter nos intervenants de ce soir. Donc, je me présente, je m'appelle Ajitesh Lokande, je suis designer graphique ici à Paris et je suis né et j'ai grandi à Mumbai dans une famille issue d'une de ces castes intouchables, aussi appelées Dalit. Et j'ai vécu la réalité de la caste par mon enfance, passée dans un de ces bidonvilles de Mumbai. Ensuite, j'ai fait mes études de design dans une ville qui s'appelle Ahmedabad. Et en 2019, je me suis installé en France en tant que designer dans une agence parisienne. Nous avons avec nous ce soir aussi Sandrine Prévost. Sandrine, vous êtes ethnologue, chercheur associé au Centre d'études sud-asiatiques et himalayennes, membre du réseau Euro-India Economic and Business Group, et vous êtes consultante dans le secteur privé. Vous travaillez depuis 2005 sur les problématiques socioculturelles et les relations de caste. Vous avez publié 3 livres, Les éleveurs Raika en Inde, Nomades d'aujourd'hui, publié en 2010, Inde, comprendre la culture des castes en 2014 et l'Inde, une société de réseau en 2021. Nous avons aussi avec nous Jules Naudet. Vous êtes sociologue et chargé de recherche au CNRS, au Centre d'études sud-asiatiques et himalayennes, au sein de l'EHESS. Vous êtes auteur de plusieurs ouvrages, dont Entrée dans l'élite, publié chez les éditions PUF en 2012. Vous avez également co-dirigé avec Surinder Jodhka le volume Oxford Handbook of Caste, qui regroupe des travaux de chercheurs spécialisés dans la caste. Euh, vous êtes, Vos travaux actuels portent sur la sociabilité, les réseaux et le capital social des membres de l'élite en Inde et en France. Et enfin, nous avons aussi avec nous ce soir Harry Gauthier. Vous êtes écrivain et poète français d'origine indo-malgache, auteur de Carnet secret de Lakshmi et le Tinai, ouvrage qui porte sur l'histoire de Pondichéry, où vous avez passé votre enfance au sein de la communauté Dalit. Donc, merci à tous, merci à vous tous pour d'être avec nous ce soir. Et pour lancer la conférence, je vais commencer par citer un commentaire qu'on a eu sur l'annonce de cette conférence sur LinkedIn. Et ce commentaire, ça posait une question. C'est les castes, je cite, les castes en Inde, doit-on encore en parler? C'est has been. Donc voilà, cette conférence va être divisée en 4 séquences. Et la première séquence, c'est d'essayer de répondre à cette question de est-ce que les castes, c'est quoi la pertinence des castes aujourd'hui? Et pour répondre à ça, peut-être c'est bien de essayer de comprendre ce que veut dire le mot, ce qu'on entend exactement au juste par le mot caste. Euh, je vais vous partager mon témoignage de mon enfance où c'était la première fois quand j'ai entendu le mot caste et c'était sur un formulaire d'inscription à l'école où c'était une case où j'étais censé écrire ma caste. Et à l'époque, je ne le connaissais pas, ayant que 6 ans, donc j'ai demandé à ma mère et elle m'a dit que ça voulait dire en gros jati, qui est le mot en hindi ou marathi
pour dire caste. Et quand j'essaye d'expliquer à mes amis français les castes, je fais une sorte d'analogie un peu crue, une comparaison avec le système féodal en France qui a organisé la société en trois classes sociales, le clergé, la noblesse et le tiers-état, mais avec quelques différences notables. Premièrement, la multiplicité des castes, c'est-à-dire qu'il n'y en a pas que trois ou quatre, mais il y en a des centaines et des milliers. Euh, le lien très étroit de chaque caste avec un métier et l'aspect très fortement héréditaire de chaque caste. Vous, Sandrine et Jules, dans vos travaux, comment vous réagissez à cette comparaison ou cette analogie avec les classes sociales pour la définition des castes? Bah, c'est moi, si je devais expliquer, après, je sais pas quelle est la... C'est-à-dire que pour moi, il y a différents niveaux de caste. Il y a quand on parle de, quand tu fais cette division entre le clergé, etc., ça fait penser au Varna, la division brahmanique, et c'est souvent la division, les grandes quatre classes qu'on imagine en Occident sur, il y a quatre grandes classes, les brahmanes, les rajputs, enfin les kshatriyas, les vaishyas et les sudras, et les derniers, c'est les dalits, les intouchables. Voilà, il y a ça, cette division-là qu'on connaît. Dans la réalité, il y a les jatis, c'est-à-dire il y a les milliers de castes, où dans chaque varna, dans chaque grosse, ces 4-5 divisions donc, que je viens de nommer, il y a plein de jatis, donc la jati dont toi tu parlais. Et Oui, pourquoi on parle aujourd'hui, on a encore besoin de ce terme, ça existe, c'est parce qu'on fait de la discrimination positive en Inde, c'est-à-dire qu'on a besoin de son nom de caste, de jati, pour avoir des quotas pour accéder à l'emploi, à l'accès à l'université, à des écoles, etc. Et je crois que c'est obligatoire dès le 10e standard, l'équivalent de la seconde. Tout le monde doit connaître sa caste pour savoir où on va, si on peut bénéficier des quotas, etc. Donc voilà. Donc toi, ce que tu définissais, c'était vraiment la Djadi voilà, auquel chacun appartient. Et voilà. Après, il y a deux choses. Il y a le rapport entre les castes, c'est-à-dire les rapports entre haute caste et basse caste. Et après, il y a la Djati en tant que telle, qui, pour moi, je définis comme une sorte de grande famille avec plein de lignages. On se marie dans la caste, oui, entre lignages, on est endogame, on évite de se marier à l'extérieur de la caste. On a, dans la caste, elle a un mythe d'origine, oui, euh, une profession d'origine, mais pas une profession aujourd'hui, c'est plus du tout la caste. Par exemple, moi, j'ai étudié les Raïkas. Leur profession d'origine, c'est l'élevage des dromadaires. Aujourd'hui, extrêmement peu sont élevage de dromadaires. Je dirais même d'autres cas hmm, qui vont s'occuper de ça. Aujourd'hui, ils sont éleveurs de moutons, ils sont médecins, ils sont commerçants, ils sont politiciens, ils peuvent être journalistes. Et la caste n'est pas équivalent à la classe. Exactement. La jati n'est pas équivalent. On peut être. Donc voilà, c'est ça que je oui, dirais. ça relève de plusieurs notions, notamment vous parliez de l'endogamie. C'est comme si tous les Lefebvre ou tous les le boucher en France se mariaient entre eux ou qui avaient des liens communautaires très forts. Euh, Jules, vous, Ouais, comment je vous voudrais réagissez à cette définition? rebondir déjà sur la remarque que vous avez fait en introduction, où vous évoquiez un commentaire d'un participant qui disait que c'était un sujet has-been. Et donc ça, je crois que c'est un bon point de départ pour penser ce qu'est la caste et la difficulté qu'il y a à penser la caste, à savoir que c'est un sujet qui souffre d'une forte invisibilisation. C'est-à-dire que la caste est invisibilisée de multiples manières, que ce soit des formes de déni, comme celle de cette personne qui dit que ça appartient au passé, qui est un discours qu'on retrouve chez nombreuses personnes issues de castes plutôt supérieures, dominantes, qui s'affranchissent, enfin pensent que l'Inde est affranchie, qu'eux-mêmes sont affranchis, que leurs privilèges n'ont rien à voir avec la caste. Hmm, Mais on a des discours d'invisibilisation qui sont aussi portés par l'État qui va
penser la caste à travers certains aspects, en délaisser d'autres, etc. Des choses sur lesquelles on pourra revenir tout à l'heure, notamment quand il sera question du lien entre développement et caste et sur comment le gouvernement indien a choisi de régler, d'adresser ce problème public, de politique publique et les inégalités liées à la caste. Et donc, c'est le fait qu'il y ait comme ça des formes d'invisibilisation, c'est le produit du fait qu'il existe de multiples discours sur la caste, de multiples idées de la caste qui sont en concurrence les unes les autres. Il y a des discours dominants qui peuvent, dans certaines occurrences, ça, donc être des formes d'invisibilisation, de déni, comme on l'a vu. Il y a des discours, à l'inverse, de résistance, des formes d'oppression Et de liées à revendication la de son caste, identité. etc. Donc évidemment, là, on a des personnes qui se mettent pas d'accord, qui sont difficilement d'accord entre elles, en tout cas, sur ce qu'est la caste, ses effets, ce qu'elle produit, etc. Euh, et puis donc vient ensuite la question de la morphologie. Qu'est-ce que un groupe de castes? Quelles sont ses frontières, etc. Et à quoi ça renvoie? La naissance, la pureté rituelle, etc. Et là aussi, alors déjà chez les chercheurs, il n'y a pas de consensus très clair. Il y a quand même des idées précises sur ce qu'est la caste, son fonctionnement, etc. Mais il n'y a quand même pas de définition qui émerge comme étant parfaitement consensuelle. Et puis, Mm. d'un individu à l'autre, la façon y compris deux individus d'une même caste, ne vont pas expliciter de la même façon quelles sont les limites de leur groupe, quel est leur groupe. Ils vont pas forcément utiliser le même mot pour nommer leur groupe. Etc. Donc en fait, il est difficile comme ça de se lancer dans des grandes discussions sur la caste tout de suite en partant de l'idée que la caste, ça serait ci, tant de groupes, classés comme ci, comme cela. Et en fait, c'est une institution qui est par nature fluide et agile, qui a une vraie viscosité, hein, c'est pas quelque chose qui change tous les quatre matins. Il y a des vraies pesanteurs. Mais en même temps, c'est une institution qui est en recomposition permanente. Donc du coup, je pourrais me dire que j'esquive votre question, que je réponds pas, je vous donne pas une définition claire de combien de groupes on a, etc., quelles sont leurs limites, quels sont leurs noms. Mais je pense que peut-être pour donner un premier élément de définition, enfin pas de définition, mais en tout cas de cadrage du problème, je crois que s'il y a un élément qu'il faut retenir et mettre en avant avant toute autre chose pour Oui. commencer à penser cette question, c'est celle de l'humiliation. De la caste, c'est une institution donc qui vise à classer Après, des rapports de les domination aussi, des personnes rapports de pouvoir. qui vise à classer donc les personnes indiennes selon leur naissance sur la base de groupes de statuts dont les frontières sont en recomposition, en négociation permanente, plus ou moins stable, mais qui a un effet très fort pour les personnes situées au bas de la hiérarchie de ces groupes de caste, c'est des pratiques d'humiliation, de violence, d'asservissement sous différentes formes, de discrimination. Et c'est ça l'expérience structurante de la caste. C'est à partir de là qu'il faut penser tout le reste et toutes les incarnations qu'elle peut avoir, aussi bien tout en haut de la société, auprès de l'État, dans les institutions religieuses, etc. Mhm. Je J'aimerais m'arrête bien, ici. J'étais un peu oui, long, pardon. mais merci, merci pour cet éclairage. J'aimerais bien juste savoir aussi, Harry, vous, qui avez un parcours partagé entre plusieurs pays, qu'est-ce que la caste veut dire pour vous? Est-ce que même à l'international, en dehors des frontières de l'Inde, la caste reste toujours pertinente ou comment son sens Non, a non, bien changé? sûr. Aditesh, je veux dire, euh, le commentaire de cette personne, elle est très pervers, vraiment très pervers. Parce que pour demander à ce que la caste est toujours, is the caste still relevant, déjà, il y a une forme de déni. Non seulement il y a une forme de déni, il y a une forme d'aveuglement vis-à-vis de la société indienne dans laquelle on vit. En même temps, cette personne-là veut montrer qu'il y a une forme de modernité. Il y a la modernité en Inde qui veut que ces pratiques archaïques
ne sont plus d'actualité. Donc, la personne, elle est en train de manipuler un peu son esprit, manipuler notre esprit. Est-ce que c'est toujours d'actualité? Donc, non seulement ils vont nous montrer que l'Inde est moderne, est devenue moderne, donc il ne se base plus sur ses pratiques ou ses pensées archaïques. Hein. En même temps, tout dépend de quel point de vue. Si cette personne appartient à une caste, haute caste, comme on dit traditionnellement, ou à la basse caste, si la personne est de haute caste qui habite en France, qui a eu accès à l'éducation, à une forme d'instruction qui est bien placée, donc pour eux, le sort des Dalits, le sort des intouchables ne le regarde pas du tout. C'est pas Même son... en Inde, Même même en en Inde. Inde. Même en Inde, ça L'autre existe. jour, j'ai entendu l'expérience d'une amie qui, du coup, vient d'une des castes supérieures. Et elle disait que jusqu'à très tard dans sa vie, elle connaissait pas sa caste. Non, Parce que, enfin, pour les gens qui viennent des castes supérieures, c'est pas trop un sujet. Alors que moi, j'ai découvert ça à l'âge de 6 ans en remplissant mon formulaire d'école. Donc, j'ai eu conscience, et même dans la famille, il y avait toujours une sorte de conscience d'appartenir à une caste un peu opprimée, les Dalits, quoi. Donc, exactement. mais aussi, Mais en voilà. l'occurrence, cette personne qui est, je crois, euh, elle est française, n'est-ce pas? Et, ok, je vais lâcher le morceau. Je connais très bien la personne, c'est un copain de classe. D'accord? C'est un franco-ponticien, c'est un copain de classe. Et donc, ce copain de classe demande, fait ce commentaire sur LinkedIn, et je tombe sur ce commentaire, et j'ai dit, You must be joking, right? Et là, il me dit, bon, avec Harry Gauthier, la table ronde va se terminer en carré. Tiens, on se lance la Euh, balle. Mais bon, non, pour être un peu plus sérieux, mais je comprends un peu pourquoi, et depuis quelque temps, j'explore cette idée. Justement, pourquoi le franco-ponticien ou le franco-indien qui habite en France n'est pas, euh, n'est pas sensible au problème de caste, parce que tout simplement, historiquement, il faut le savoir que à 90% de personnes, d'Indiens, de Pondichériens qui sont devenus français sont issus de oui, basse caste. Donc, en 1881, ils ont renoncé à leur statut personnel pour devenir citoyens français, de sujets français pour devenir un citoyen français. Donc, pourquoi me ramener à ma caste alors que mon arrière-grand-père a renoncé à ce système de caste? Donc, je comprends un hmm, peu psychologiquement qu'est-ce qui se passe dans la tête des franco-pondichériens, par exemple, qui disent que la caste n'a plus besoin d'être évoquée parce oui, que ça n'a aucun sens pour eux. Je comprends. oui, J'adhère aussi parce que je suis franco-pondichérien, mais en même temps, il ne faut pas oublier que je suis dalit. Mon ok. identité dalit ne peut pas disparaître. Ma francité ne peut pas faire disparaître ma dalitalité. Donc, il Hmm, faut être conscient d'être français et être dalit. Et donc, ça, c'est mon parcours personnel, c'est ma façon d'affirmer ma dalitalité, mais je comprends que d'autres personnes ne veulent pas, mais il y a quand même une hmm, réalité en face. L'Inde, en ce moment, comme disait Jules tout à l'heure, euh, tout dépend de quel point de vue on regarde la caste. Si tu es au haut de l'échelle, il n'y a aucun hmm, problème, mais si tu es en bas de l'échelle, tu es humilié à chaque fois. Donc la hmm, caste a son importance. hmm. Très bien. Je pense que sur cette phrase, vraiment, ça nous permet euh, d'avancer sur la deuxième séquence où on va parler un peu les faits et les tendances dans la société indienne qui montrent l'importance de la caste. Donc, tout à l'heure, Sandrine, vous parliez de aussi la discrimination positive. Et moi aussi, j'ai personnellement, quand j'ai commencé à postuler pour mes études supérieures, j'ai eu droit à un quota pour les castes répertoriées, les scheduled castes comme on Celui-là. les appelle en Inde. Et c'est quelque chose qui a été conçu il y a longtemps, mais qui jusqu'à aujourd'hui reste un sujet plutôt épineux. Mais il y en a qui veulent augmenter les quotas, d'autres qui veulent les abolir complètement. Vous, en tant que chercheur sociologique, quel rapport vous voyez entre la, la discrimination positive et la société indienne et son développement dans le contexte moderne?
Disons que la discrimination positive qui a été, je crois, commencée par les Anglais, donc avant l'indépendance, hein. Et c'était l'idée parce que les hautes castes dominaient donc politiquement, économiquement le pays. Les basses castes, et il faut savoir que les hautes castes en nombre sont inférieures. Elles représentent par rapport, j'inclus les tribus, les dalits et les castes moyennes qu'on appelle aujourd'hui OBC. On Ici. est haute caste, on n'est même pas à 30%. Donc, 30% de la population, en gros, parce que pas tous n'étaient dominés, mais la société était dominée par les hautes castes. Donc, l'objectif de la discrimination positive, c'était de justement réintégrer toutes ces castes opprimées, les intégrer dans le système économique, enfin, plus administratif. Et c'est pour ça qu'on a mis des quotas. Et effectivement, il y a eu des oppositions des hautes castes qui, eux, ont perdu donc leur débouché parce qu'ils étaient éduqués, puisque, en fait, la discrimination positive, je ne sais pas si, mais pour expliquer un petit peu ce que c'est des postes réservés, donc, soit dans des écoles, soit dans l'administration, à des castes particulières, donc des jati, donc, il y a une définition un peu quand même assez fixe de la JATI, puisqu'il faut qu'elle s'inscrive dans une catégorie, donc celle qui bénéficie des quotas, des OBC, des ST, des scheduled castes, enfin voilà. Oui, Et donc, il faut bien qu'il y ait une définition, il faut bien qu'on se définisse en tant que JATI pour s'inscrire dans ces quotas, donc pour permettre voilà, de rentrer dans plus de représentation, et puis ça a eu un impact pas aussi important qu'espéré, mais c'est effectivement combattu plus ou moins combattu par les hautes castes, qui eux, bah, ça leur fait perdre des débouchés, puisque cette discrimination positive, puisque les postes sont réservés, je crois que dans les grandes écoles, 50% des postes sont réservés, sont pour des quotas. Donc 50% des postes ne peuvent pas être et là, on parle d'école publique, parce que je pense qu'en écoles fonction de publiques, quelle les école, grandes écoles d'ingénieurs. Les grandes écoles l'école d'ingénieurs, publique, les les grandes, IIT, etc. Il y a 50% des entrées sont réservées à, à à, différentes catégories. à différentes catégories. Hmm. Donc, voilà, donc il y a eu des oppositions. Donc, oui, l'idée de la discrimination positive, forcément, elle est bonne, puisque c'est d'essayer de pallier à l'inégalité structurelle qu'a créé le système des castes Aussi avec la... compenser au manque de capital social et culturel résultant d'une domination de génération en génération. Par exemple, Voilà. quand je pense à mes camarades de classe, je pense que j'étais un des seuls étudiants Dalit dans ma classe de 15 ou 20, et c'était le cas sur une centaine de personnes. Donc, et quand je discutais avec eux, en fait, je me rendais vite compte que on n'a pas eu euh, le même capital culturel ou social ou les mêmes références, que ce soit artistique ou avoir des membres de la famille qui pratiquent des professions un peu de col blanc, de white collar, comme designer, parce que ça reste une profession très bourgeoise. Mais du coup, la représentation des gens des castes Dalit reste très faible dans ces professions. Oui, oui, parce qu'il y en a même, enfin moi je sais qu'il y a des gens qui me disaient on hésite même à faire appel à la politique de discrimination des quotas parce que si jamais on rentre dans un quota, on va être discriminé par les jeunes qui eux font partie la Jane, là, les catégories générales, les hautes castes qui Oui, eux n'ont pas besoin d'expliciter des quotas. Et donc, faire appel aux quotas, donc ça nous permet de rentrer, mais ça nous met dans une situation par rapport aux hautes castes, aux jeunes qui, eux, ont accès, car ils ont le capital social suffisant. Voilà, c'est des discriminations qui oui. existent Donc, aussi dans les écoles. oui, c'est vraiment une tension entre afficher sa caste ou cacher sa caste. D'un Voilà. côté, afficher sa caste aux institutions, ça permet d'accéder, d'avoir un peu de mobilité sociale et Mm. économique.
Mais en même temps, il faut toujours, enfin, les gens de basse caste surtout, il y a toujours une tentative, je ne sais pas si c'est pertinent aujourd'hui, mais en tout cas, à mon époque dans l'école, j'ai toujours essayé de cacher mon identité de caste pour vraiment me fondre dans la Mm. foule de ce monde un peu bourgeois du design. Voilà. Jules, C'est assez est-ce que vous intéressant ce que tu avez... dis, Aditesh, parce que Oui, cette discrimination positive, tout ça, c'est très administratif, c'est très pour une forme de bureaucratie, on va dire, hein, oui, pour avoir justement avoir accès à des bourses ou telle chose. Mais dans la société ou nos habitudes sociétales, si tu veux, ta caste reste toujours un préjudice. Il n'y a pas de discrimination positive Mm. dans nos habitudes. oui, dans la société. Exactement. Ah oui, non. Jules, est-ce que tu as quelque chose à partager sur cette question de la présence de la caste dans la vie quotidienne? Ou des réservations dont il était Oui, question avant. Et effectivement, enfin, ce qui est intéressant de voir, c'est que ce système de discrimination positive, de politique de quota, plutôt dans la fonction publique, l'enseignement supérieur, mais aussi sur certaines circonscriptions, ça crée un langage, enfin une classification des castes proprement étatiques qui n'est pas la même que celle qui va avoir cours dans les familles au moment oui, où les classification questions religieuse. Ah, des classifications religieuses ou encore ou dans d'autres domaines comme celui de l'économie, du monde de l'entreprise, etc. Donc là, il y a un langage de la caste propre à l'État. Donc c'est pour insister sur cette idée hein, il y a comme ça plusieurs idées de la caste qui sont en concurrence. Et ce langage, il est très structurant parce que les enjeux sont énormes. Il y a 50% des postes. La Cour suprême a fixé une limite au nombre de postes réservés qu'il était possible d'avoir dans la fonction publique ou dans l'admission dans les établissements d'enseignement supérieur à 50%. Donc, alors au départ, juste après l'indépendance, on avait des réservations uniquement pour les scheduled castes et les scheduled tribes. Et c'est que bien plus tard que d'autres quotas ont été ajoutés pour les OBC, Other Backward Classes. Alors, il y avait une commission, la commission très, très célèbre, Mandal, qui avait été Mandel Commission. mise en place pour préparer, identifier les groupes qui pourraient bénéficier de ces réservations, etc. Alors, il faut savoir que la commission, elle avait été mise en place en 1979 et en fait, la mise en place effective des réservations pour les OBC, c'est que en 90. Donc, il s'est passé quand même beaucoup d'années. Au moment où les Mhm. résultats de la commission ont été dévoilés, il y a eu des mouvements sociaux énormes avec des Des étudiants de haute caste manifestations, qui oui. ont protesté, certains allant pardon, jusqu'à s'immoler par le feu. Donc, c'est vraiment donc, vous imaginez un pays dans lequel un poste sur deux de fonctionnaires dépend des quotas. Il y a là un enjeu énorme. Et en même temps, on voit tous les problèmes que ça pose parce que sur quelle base donc on va décider qu'un groupe ou un autre peut bénéficier de quotas ou non. Et on a vu se multiplier ces dernières années des mouvements sociaux de castes dites dominantes comme les Jat, les Reddy, les Patel, etc., euh, euh, qui demande en fait aussi à bénéficier des quotas. Alors même qu'on peut s'interroger sur le bien fondé de ces demandes quand une grande partie des membres de ces groupes de caste sont dans des positions dominantes politiquement, économiquement, etc. Donc il y a tout un mouvement, en fait, toute une dynamique de la société indienne, la politique indienne, qui est structurée par cette question des réservations et en même temps, on n'a pas les outils pour trancher, pour s'appuyer sur les connaissances des sciences sociales, pour identifier les groupes qui sont les plus privilégiés ou les plus démunis, etc.
Et on ne l'a pas parce qu'on n'a pas de données quantitatives sur la caste. Les derniers recensements ayant énuméré les castes ayant été conduits par les Britanniques en 1900, le dernier dans 1931, 31, pardon. Alors, en 2011, le gouvernement indien a fait un recensement intégrant des questions sur la caste, mais il n'a jamais dévoilé les données. Les données n'ont pas été rendues publiques. Et Et il y récemment, a, c'était un sujet pour les élections aussi, les élections euh, législatives, le caste, le recensement des castes. Hmm. effectivement, donc on a certains États qui ont commencé, Karnataka, et surtout le Bihar, qui a fait un recensement de castes. Et on a l'opposition, justement l'opposition à Modi et au BJP, qui pense que un des moyens de faire exploser l'hégémonie politique du BJP consiste à mettre en avant le besoin d'un recensement de castes qui, alors c'est je crois que c'est Rahul Gandhi qui employait la métaphore du X-ray, de la radiographie. Il pense qu'un recensement de caste permettrait d'avoir un X-ray of Indian Society. Hmm. Hmm. Et que c'est sur cette base-là qu'on va pouvoir reconstruire une opposition politique à la domination de haute caste Basé sur la caste. appuyée par le BJP, etc. Donc ça, c'est un peu mais on voit que, en fait, du coup, même ces questions de recensement, est-ce qu'on recense ou pas, c'est lié en partie, en grande partie à la question des réservations, aux critères sur lesquels on donne ça. Et on voit aussi une certaine enfin transpirer l'idéologie, enfin la conception de la caste, en tout cas, qui présidait au moment de la mise en place de l'Inde indépendante, où on a donc accepté de mettre en place des quotas pour les scheduled castes, scheduled Mhm. tribes, Mhm. donc sur la proposition de Bhimrao Ambedkar, qui était président de la commission en charge de rédiger la Constitution. Et que donc sur ces fameuses réservations, elles ont été attribuées pour des personnes issues de cases dites, enfin considérées comme intouchables, traditionnellement considérées comme intouchables, mais sur la base de la religion, c'est-à-dire que seules les personnes qui étaient dans le giron de l'hindouisme, jain, Mhm. hindous, sikhs, etc., bouddhistes, Mhm. donc selon la conception constitutionnelle de l'hindouisme, pouvaient bénéficier de réservations. Par contre, des personnes issues des mêmes groupes, donc ayant été victimes des mêmes désavantages structurels, mais chrétiens ou musulmans, Qui sont ne pouvaient convertis pas ensuite justement euh, pour. ne pouvaient pas bénéficier de ça. Ce qui pose toute une question sur alors du coup, c'est quoi cette idée de la caste qu'on a en tête quand on veut bien compenser les inégalités des dits hindous, mais pas ceux des musulmans, alors même que c'est la même structure d'oppression au départ, celle de la caste qui Mhm. produit ces inégalités. Euh, Mhm. donc là, on voit apparaître des nouvelles lignes de tension, ce qui Mhm. suggère aussi voilà, des formes d'invisibilisation. Et quand il a été question plus tard en Grande-Bretagne ou aux États-Unis de légiférer sur la question des discriminations de caste, parce que la caste est une institution qui s'exporte à l'étranger, Oui, donc, oui, et tout à l'heure, vous parlez aussi comment la caste, l'identité caste reste même quand vous changez de religion. Parce que même chez les chrétiens, j'ai lu certains articles qui parlaient ils ont quand même gardé une sorte de hiérarchie entre les bien convertis sûr. récents ou les anciens convertis. Donc l'identité de la caste ne disparaît pas même si on change de religion. À Goa, vous avez dans les chrétiens de Goa une caste de Bamon, qui sont en fait des brahmanes convertis au Oui, qui vient du mot christianisme brahman en fait. et qui ont des pratiques de préservation de distance très fortes avec d'autres chrétiens qui ne considèrent pas aussi purs qu'eux. Donc oui, oui, et on retrouve aussi dans l'islam des hiérarchies de caste très fortes. Alors, c'est pas exactement les mêmes modalités d'application, mais cette forme de découpage sur la base de la naissance, avec des règles d'endogamie, etc., c'est quelque chose qu'on retrouve en fait chez
toutes les communautés religieuses du sous-continent. Hmm. Euh, pour recentrer et conclure cette partie sur la réalité de la caste aujourd'hui, j'aimerais bien qu'on parle des manifestations différentes de ces rapports de caste dans la société indienne. Euh, ce qui me vient à l'esprit notamment, c'est les annonces matrimoniales allant de quelque chose de plus banal, les annonces matrimoniales classées par caste dans les journaux ou même les sites de rencontres pour chaque caste, jusqu'aux exactions commises dans les villages contre les Dalits à cause d'enfreindre les règles imposées par la caste. Est-ce que vous avez des observations à partager sur ça? Comment la caste se manifeste dans les villes ou dans les villages et quelles sont les différences qu'on peut constater? Mais si je peux me permettre, Alistair, c'est intéressant comme question parce que on a toujours tendance à penser qu'il y a une différence entre l'espace rural et l'espace urbain. Oui, Que la caste, elle est beaucoup plus présente dans le paysage rural, mais pas dans les grandes villes, par exemple. Or, oui, j'ai une copine qui s'appelle Lina Manimegle, qui est une poétesse et aussi réalisatrice de films à Chennai, qui a fait un très bon film, justement, où elle a fait un petit documentaire, film documentaire, sur deux filles qui sont lesbiennes, mais issues du Dalit, et c'est chercher un appartement à Madras. Alors, c'est impossible. Elles ont pas réussi à trouver un appartement parce que non seulement elles étaient lesbiennes, en plus elles étaient Dalit. Donc, pour montrer que maintenant l'espace entre, enfin, le fossé entre l'urbain et le rural, il se rétrécit, il n'y a aucune différence parce que avec les nouvelles technologies, avec les informations qui circulent plus vite qu'avant ou d'une façon beaucoup plus démocratique, on va mm, dire, il suffit d'avoir un téléphone, il n'y a aucune différence entre une personne qui habite à Chennai ou une personne qui habite au fin fond de Tamil Nadu, oui, parce elles ont les mêmes informations et elles peuvent oui. faire circuler les mêmes informations. Donc, ce fossé, il s'est pas, il s'est- il est devenu Et, plus. Euh, donc voilà, il y a pas de différence en fin de compte. oui, oui, oui. Et je rebondis sur ce que tu disais, sur cette anecdote de recherche d'appartement. Récemment en Inde, en fait, dans la ville, grâce à la technologie, on voit même des nouvelles formes de discrimination émerger. Notamment, j'ai eu donc, bien sûr, et il y a différentes façons de repérer l'identité de caste de quelqu'un. J'ai plusieurs amis qui sont soit musulmans ou soit ils mangent de la viande. Et souvent, dans les recherches d'appart à Mumbai, dans plusieurs cas, on vous demande est-ce que vous êtes végétarien ou pas. Sachant Exactement. que est-ce que vous êtes végétarien ou pas, l'important, c'est pas, on s'en fout du fait de manger de la viande ou pas. Parce qu'en fait, c'est une question cachée pour demander est-ce que vous appartenez à la caste brahmane ou Fantastique. pas. C'est une manière un peu implicite d'identifier déjà est-ce que vous êtes hindou ou est-ce que vous êtes brahmane. Et maintenant, avec la technologie, ça a atteint des formes vraiment absurdes dans le sens Zomato, c'est une appli Oui, exactement. très connue en Inde qui est utilisée pour recommander. C'est comme le Uber Eats en Inde. Et ils avaient instauré une nouvelle politique de livreur certifié végétarien. Ouais. En gros, que la personne qui va vous livrer votre bouffe, on certifie que cette personne est bien végétarienne. Et T'imagines, c'est ils avaient le même système avec les Dabawala. ah oui, ce serait impossible. Personne aurait reçu sa Le nourriture. Tiffen. Personne n'aurait reçu sa commande parce que Non. déjà, si on commençait à faire un recensement de qui occupe les boulots comme ça, de livreurs voilà, ou des dabawala, des gens qui livrent la nourriture dans les bureaux à Mumbai, on constate très vite que c'est pas les castes supérieures Oui, brahmanes. ouais, exactement. Ouais.
Ouais, mais donc, comme quoi, la caste existe toujours et ça dépasse les frontières des villes et des villages, mais aussi les religions, que ça continue d'exister, euh, peu importe le contexte. Ce qui nous permet d'aborder notre troisième séquence, où on va parler justement de l'impact politique, social et économique de la caste. Donc tout à l'heure, on parlait de la discrimination positive, mais aussi Jules parlait des circonscriptions, il me semble. Et j'aimerais bien savoir quelles sont vos observations sur les, l'influence de la caste sur la politique. À Mumbai, en tout cas, je sais qu'il y a certaines circonscriptions qui sont réservées à des scheduled castes ou des castes répertoriées pour permettre une meilleure représentation. Mais est-ce que les partis politiques, comment ils essayent de fidéliser certains électorats en fonction des castes? Alors, vous voulez que je prenne la parole? Oui, Sur oui, cette allez-y. question de la politique, Euh, ce qui est fascinant de voir, c'est que cette institution de la caste, elle s'est parfaitement couplée au jeu électoral des démocraties représentatives parlementaires, notamment de celles indiennes. Et ça a donné lieu à un phénomène qui a fait l'objet d'un livre par Christophe Jaffrelot qui s'appelle La Révolution silencieuse. Et c'est cette idée selon laquelle, en fait, la démocratie électorale a permis progressivement aux groupes de basse caste de, peut-être pas prendre complètement, mais commencer à être de plus en plus Avoir une représentés, de plus en influence. plus influents Hmm. dans le jeu politique indien par le simple jeu des nombres, les groupes dominés étant démographiquement supérieurs aux groupes dominants plus petits, Et ça fait plus de votes par simplement par les chiffres. voilà, en mobilisant sur les lignes de la caste des partis ont pu accéder au pouvoir et représenter enfin en tout cas plus ou moins directement, des intérêts de caste, que ce soit des partis euh, Dalit, on pense au BSP de Mayavati en Uttar Pradesh ou au BC dans le même Uttar Pradesh où la famille Yadav, la communauté Yadav et une certaine famille en particulier a pu accéder au pouvoir Et ça travers peut le... vraiment faire changer les résultats des élections dans un sens ou d'un autre. Je me souviens parce que mon père, justement, à une époque, il était dans le parti BSP et il me parlait beaucoup de Mayavati et Kashiram, qui étaient des grandes figures de ce parti qui représentaient les intérêts des Dalits en Uttar Pradesh, mais dans d'autres États aussi. Et notamment pour l'élection de Modi dans Uttar Pradesh, avec Akhilesh Yadav, qui est une figure politique très importante en Uttar Pradesh et qui rassemble en fait les voix des votants des Yadav. et d'autres groupes de castes intermédiaires BC. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que dans ce jeu, dans cette course au pouvoir en Uttar Pradesh, on a pu assister à des rapprochements inattendus entre partis brahmanes et partis dalits, enfin, partis majoritairement brahmanes et le Oui, BSP dalit, et des alliances visant à contrer le rôle croissant des OBC. Donc là, on voit du coup des reconfigurations qui vont contre ce qu'on pourrait, enfin, la vue un peu basique qu'on pourrait avoir de la caste en se disant bah, les brahmanes sont tout en haut, les dalits sont tout en bas, il n'est pas possible qu'ils s'allient, alors que si, dans le cadre du jeu pour la lutte le jeu à l'accès au politique pouvoir se politique, tient, c'est oui. des choses Mm. qui ont été vues, qui se répéteront probablement selon les circonstances. Donc c'est intéressant de voir que la politique participe à transformer la caste et les Yadav, justement, qui ont fait l'objet d'une ethnographie, enfin de beaucoup de travaux universitaires. Et il y avait Oui. notamment une collègue anthropologue, Lucia Michelutti, qui avait montré comment ils ont progressivement reconfiguré leur logique endogamique, la façon dont ils se Mm. marient entre eux, la façon dont ils se nomment, pour gagner en puissance, peser Mm. plus dans le jeu électoral
Voilà. Et donc, on voit que la politique en vient à reconfigurer, enfin, à travailler les frontières de la caste en tant que groupe morphologique, là, pour le coup, Oui. des limites, qui est dedans, qui est dehors, etc. Donc, c'est des frontières qui sont en recomposition permanente, une recomposition lente, hein, qui ne se fait pas du jour au lendemain, Oui. mais recomposition néanmoins. Désolé de vous Pardon, interrompre, mais ouais, c'est je juste suis un peu pour lent. éclaircir une notion parce que même dans votre témoignage, vous parlez des OBC et qui est un acronyme en anglais pour dire Other Backward Class. Mm. Est-ce que Sandrine, est-ce que vous pouvez nous expliquer de quoi il s'agit quand on parle des OBC? Quelles sont ces castes, ces Other Backward Castes dont on parle? L'OBC, c'est fait donc partie de la classification administrative des JATI. Et c'est en fait où on va mettre toutes les classes, les castes intermédiaires. C'est-à-dire, on met pas les Dalits dedans, on met pas les tribus, mais on va mettre toutes les castes intermédiaires. Et comme disait Jules, c'est dans ces OBC-là où on peut bénéficier aussi de quotas. Mais OBC, c'est pas haute caste, c'est pas basse caste, c'est toutes les castes intermédiaires. Et il y en a, ils sont en fait, les OBC sont majoritaires par rapport, il y a plus d'OBC que de haute caste, que de, Dalit ou de scheduled Oui. caste ou de tribu. Donc les OBC, c'est des Jati intermédiaires. Voilà, Donc ça regroupe plusieurs jatis en fait, plusieurs castes. voilà, de plusieurs Jati. Il y a par exemple, il y a des Jat. Jat, c'est une Jati qui pouvait être qualifiée de haute caste, mais qui va revendiquer dans certaines régions d'être déclassée en OBC, en caste intermédiaire, pouvoir bénéficier de quotas. Alors ils sont euh, économiquement bien placés, mais c'est juste. Donc voilà, OBC, c'est un classement administratif des JATI pour classifier des JATI qui vont se dire je suis de statut intermédiaire. Quand on dit statut intermédiaire, c'est statut intermédiaire dans la hiérarchie des castes. Et statut, c'est supérieur, inférieur. Et supérieur, c'est pur du point de vue Oui, brahmanique, parce qu'il y parce que a il y a brahman, la notion de pureté, impureté en fait aussi voilà, qui est à la racine de tout ce système. voilà, De quelle pureté on parle en fait? voilà, on parle de la pureté, ben, c'est la pureté brahmanique, c'est une pureté religieuse, finalement, tout ça, c'est théorique. C'est les brahmanes qui vont considérer que les dalits, par exemple, sont impurs. Mais un dalit ne va pas se considérer impur, c'est un jugement de valeur que l'on porte sur l'autre. C'est toujours Hmm. la caste supérieure qui va juger la caste inférieure. Euh, après, euh, après, ce que je veux rajouter, parce que là, bon, c'est vrai qu'on parle beaucoup du système de discrimination et qui existe. Mais moi, j'ai travaillé, donc les RAICAS, ils sont classifiés au BC, donc c'est une caste intermédiaire. Il y en a des riches, il y en a des pauvres, il y en a des très pauvres, il y en a des beaucoup plus pauvres que des Dalits dans le même village, qui sont beaucoup plus riches, qui sont même plus. Mais ce que je veux dire aussi, c'est que c'est vrai que c'est un système de discrimination le système des castes, le rapport entre castes est assez violent et cruel, etc. Surtout, bah, évidemment, quand on est au bas de l'échelle. Mais à l'intérieur de la caste, moi, j'y ai trouvé, pour avoir suivi pendant 20 ans la même caste, etc., et avoir été toujours accueilli, une solidarité, euh, voilà, une solidarité, une sorte d'entraide. Entre les membres de la même caste. La même Quand on caste. fait partie de la même caste. Voilà. Oui. Quand on fait partie de la même caste. Quand on fait partie de la même caste. Et je l'ai retrouvé quand j'étais. Bon, là, parce que chez les Raigas, pour moi, c'était évident parce que moi, j'ai commencé à étudier dans un petit village du Rajasthan, mais ça m'a amené à voir des gens de la famille jusqu'à Chéné, jusqu'à Bombay, jusqu'à Delhi. Je pouvais aller un peu partout parce que j'étais envoyée par la famille de trucs, de nanana. Oui, donc c'est une sorte de capital social en fait qui permet de. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a une solidarité, enfin, il y a une certaine solidarité
au sein de la caste quand on a défini, parce que quand on parle, quand on a défini sa limite, parce que voilà, on sait la limite de la caste. La limite, elle est définie par la possibilité de se marier. En fait, Hmm, voilà, c'est comme la caste est endogame, on sait avec qui on va se marier, avec qui on va pas se hmm, marier. Et c'est pour ça hmm, que j'ai expliqué la caste, parce qu'à l'intérieur d'une caste, il y a des sous-castes. Par exemple, les Raïka, il va y avoir deux sous-castes de Raïka, et entre eux, ils vont pas se marier. hmm. Donc la limite, elle va être là. Mais à l'intérieur, quand on a défini son groupe, Oui. c'est pas. euh, je veux dire, il y a une entraide économique qui existe. Hmm, C'est juste pour dire que c'est vrai que c'est un système de discrimination cruel, mais à l'intérieur, de toute façon, si c'était que cruel, si ça n'avait pas d'avantages, la casse, hmm, ça a cessé d'exister. C'est que les gens s'y hmm, retrouvent quelque part. hmm. Mais ça Je sais dépend pas, de. dans votre communauté, Hmm. vous ressentez qu'il y a une solidarité ou pas? Hmm. Du coup, la question est quels sont les groupes qui tirent les meilleurs avantages de ce système? Quand vous parlez de solidarité au sein de la caste, j'aimerais bien savoir quel impact ça a sur la mobilité économique chez les castes. Typiquement, est-ce que les hautes castes, ils représentent, j'imagine, une grande partie des hauts postes, à la fois dans le secteur public et dans le secteur privé. Mais est-ce que la discrimination positive, si on regarde les statistiques, est-ce que ça a permis de compenser et équilibrer ça un peu? Est-ce qu'il y a eu un impact économique Alors, sur on les a classes castes? on- comme je le disais tout à l'heure, on manque énormément de données sur la caste, du fait de tout un tas d'obstacles épistémologiques et d'interdictions de mener certaines enquêtes, ou de non-dévoilement de données de recensement, etc. On a quand même un certain nombre de travaux de sciences sociales solides. Il y a les travaux de Divya notamment, qui a analysé la mobilité sociale en Inde au prisme de la caste. Elle montre qu'il y a sur le temps long, depuis l'indépendance, une très légère, mais qui n'est pas non plus révolutionnaire, baisse de l'association entre caste et classe, c'est-à-dire que Hmm, la position de classe est tendanciellement de moins en moins associée à celle de caste. Mais alors, d'une part, hmm, c'est très faible, et d'autre part, c'est des résultats qu'il faut prendre avec précaution, parce qu'ils sont tributaires des catégories hmm. officielles de l'État dont je D'accord. parlais tout à l'heure, OBC, donc qu'on a défini, Hmm, Schedule Caste et Schedule Tribes, etc. Et donc Forward Caste, tous les autres, les Hot Castes. Donc, ça nous fait quatre catégories, c'est pas très donc c'est seulement là, prochainement, peut-être avec on a un premier papier là, d'un Français et d'un économiste indien, d'un démographe français, Christophe Guillemotto, et un économiste indien, Himanshu, qui ont travaillé ensemble au CSH sur le recensement du billard. Donc, c'est avec des données comme ça, Le où billard, là, ils on ont va fait pouvoir pour avoir beaucoup de castes. donc c'est en gros une centaine de catégories de castes alors, les réponses des individus eux-mêmes, c'est bien plus que ça. C'est des milliers et des milliers de réponses différentes. Et après, il y a des chercheurs qui se donnent du mal pour essayer de comprendre comment, en fait, telle et telle réponse, c'est un seul et même groupe de castes. Ça implique ce qu'on appelle dans le jargon statistique du recodage. Donc, vous Oui. voyez, et parce que de fait, en fait, les personnes ne nomment pas toutes leur caste de la même façon. Donc, les données, même quand on les a, elles sont difficiles à exploiter, parce qu'il faut faire sens de toutes ces autodéclarations un peu mystérieuses, des milliers et des milliers de noms différents qu'il faut arriver à ramasser à une centaine de catégories, euh, avec toujours des doutes qui persistent, etc. Mais ça, c'est pour les questions pratiques. Mais alors, les solidarités, les mécanismes par lesquels la caste va justement construire la classe, ils sont nombreux.
Alors, dans le haut de l'espace social, ça va être ce qu'on appelle en anglais le opportunity hoarding, le fait de garder ces ressources et de les attribuer seulement aux membres de sa caste. Et on sait qu'un certain nombre des castes les plus dominantes économiquement, les Marwaris, dans le monde de l'industrie et de la finance, ou Parce que les Marwaris, ils représentent une grande partie dans le monde de l'entreprise, de l'entrepreneuriat en Inde. Oui, c'est une caste traditionnellement spécialisée dans les activités marchandes, plus tard dans l'industrie et du coup aussi dans la finance, euh, et qui sont extrêmement représentés dans le grand patronat indien, de même que quelques autres groupes. Alors, on va avoir les Parsis. Alors, c'est pas une caste, mais ça fonctionne presque comme une caste où les Parsis, c'est 0,0069% de la population indienne. Et moi, quand j'avais fait dans mes travaux sur le grand patronat indien une analyse des premiers cercles du pouvoir économique et donc notamment des boards, des conseils d'administration des plus grands groupes, on avait pratiquement 20% de Parsis dans ce réseau de grands patrons. Ah oui, c'est énorme. Euh, donc, on a comme ça des groupes qui sont surreprésentés et d'autres, inversement, qui le sont, qui sont sous-représentés. Et donc, on a à la fois un effet, donc c'est l'effet plafond de verre, passer un certain seuil, en fait, les ressources sont précieusement gardées. Et Hmm. alors, après, il y a des exemples enfin, presque caricaturaux. C'est pas des caricatures parce qu'ils ils existent de fait, mais si vous prenez l'industrie du diamant en Inde, vous avez deux groupes de castes, les patidars et puis les patels et puis les Jains Palanpur, les Palanpur et Jains. Donc deux groupes de castes qui, enfin au départ c'était uniquement les Palanpur et Jains qui employaient des patels locaux pour la taille. Les patels ont appris à connaître l'industrie, s'y sont mis aussi. Mais aujourd'hui, si vous n'êtes pas de ce groupe de castes ou de l'autre, il n'y a aucun moyen d'exister dans un business où toutes les informations circulent à l'intérieur de ces réseaux de castes, où Hmm. les logiques d'emploi en fait s'opère là-dessus. Et en Et fait, puis tout en bas, vous avez l'effet inverse, qui est il y a ce qu'on appelle en anglais, les économistes appellent ça le sticky floor, le sol collant, quoi. Et ça, hmm. vous partez avec un tel désavantage structurel, et puis il y a des forces de rappel très fortes. Il y a alors avec aussi bien, pour revenir à cette logique de solidarité que vous évoquiez tout à l'heure, aussi bien tout en haut de l'espace social, chez les groupes de haute caste les plus dotés, comme tout en bas, des logiques assurantielles à l'œuvre, c'est-à-dire que on s'en remet aux solidarités de caste. Une personne d'Alit qui arrive d'un village dans la ville, elle va s'en remettre à des réseaux de Hmm. caste pour trouver des Hmm. personnes qui vont l'aider à Hmm. l'aider, à avoir à manger, le temps de trouver un emploi, etc. Ça, c'est ce qu'on Hmm. appelle des logiques assurantielles de solidarité Hmm. qui s'opèrent sur le mode de la caste. Et Hmm. ça fait que ça rend aussi plus compliqué même quand l'institution de la caste en soi ne joue pas, dans son ensemble ne joue pas à votre avantage, la caste, ça Oui. reste quand même votre seule ressource. Et s'affranchir de la caste, essayer de s'engager dans un mode de vie qui nierait l'existence de la caste, qui chercherait à la Oui. dépasser, etc., ça devient compliqué parce que vous coupez de Oui. toute qui va vous aider, du coup. Désolé de t'interrompre, mais on est un peu Pardon, pris oui, je par suis un le peu long. temps. Du coup, juste avant de finir cette séquence, j'aimerais entendre, Harry, de ton perspective, qu'est-ce que tu as pu constater en termes de rapport entre, ou l'évolution de la mobilité sociale économique selon la caste? Est-ce que dans les cercles aisés, il y a des gens de basse caste qu'on trouve ou c'est quand même, ça reste très peu mobile? Non, non, mais je crois que Jules et Sandrine ont entièrement raison. En plus, chercheurs qu'ils sont, ils ont tous les éléments justement pour Hmm. analyser certaines choses. Mais moi, je peux parler d'une façon beaucoup plus de mon vécu, Oui, surtout, oui, de ton euh, vécu. euh, surtout dans la société pondicherryenne. Parce que
C'est sur laquelle, sur cette société-là que je travaille le plus, que j'écris le plus, que j'analyse le plus. Et justement, cette mobilité sociale, elle est assez intéressante. Comme tout à l'heure, quand j'ai parlé des franco-pondicherriens qui étaient à 90% d'Alit, qui ont eu accès à une forme d'éducation, qui sont partis en France, que ce soit pour travailler dans l'armée ou dans l'administration coloniale, sont revenus riches. Donc, cette Ah, donc, mobilité, en quelque sorte, ça les a permis d'affranchir les exactement. restrictions historiques. Exactement, ils sont revenus à Pondichéry riches. Donc, ils ont pu se positionner déjà à l'intérieur de Pondichéry, alors que normalement, avant de partir, avant de quitter l'Inde, ils habitaient dans les Pareccheri, ça veut dire dans le faubourg de Pondichéry. Ils n'habitaient pas dans la ville coloniale, entre les quatre boulevards. Et donc, quand ils sont revenus riches, ils sont installés dans les quartiers les plus riches où normalement habitaient traditionnellement les gens de haute caste, ou dans le quartier blanc, qu'on appelle le quartier blanc maintenant. Et donc, ça les a quand même permis de devenir économiquement mieux lotis, Hmm, on va dire. Mais pour autant, c'est pas pour autant que la caste a disparu. Par exemple, moi, je me hmm. souviens, quand nos parents ont voulu acheter, il faut savoir qu'à Pondichéry, dans le quartier Tamoul, chaque rue appartient à une caste. Ah Chaque oui, rue chaque rue. appartient à une caste. Oui. Il y a le Churchill Street, il y a le Community Street, il y a tel ou tel street. Donc, chaque quartier, c'est à l'époque de la colonisation, les Français, quand ils ont demandé à divers groupes professionnels de venir s'installer, donc on leur a donné chacun Hmm, une rue. Et donc, nous, quand mon père est revenu, il a pris sa retraite, il est revenu en 65, il voulait s'acheter une maison dans le quartier des hautes castes, il n'a pas pu s'acheter. On ne lui vendra pas une maison. C'est pas parce que économiquement, Alors que, alors qu'il pouvait, en fait. alors qu'il Il avait pouvait, de l'argent économiquement, pour. il pouvait, mais sa Oui. caste ne donne pas cet avantage d'aller acheter une Hmm, maison dans le quartier de Tchédia, par exemple. Et donc, hmm, cette discrimination existait encore, ou elle existe encore. hmm, Elle existe encore. C'est pas parce que hmm, économiquement tu es mieux placé que tu vas forcément t'établir dans le quartier de haute caste. Donc, cette mobilité hmm, sociale, elle est réelle, bien sûr, mais elle est complexe. Je veux dire, le système de caste, tout le monde le sait, c'est compliqué, c'est complexe, c'est un vrai hmm. casse-tête. Tout à l'heure, j'ai bien aimé les mots de Jules qui dit ça, viscosité. J'aime beaucoup ce mot. Et c'est vrai, c'est Oui. ça. Il y a quelque chose Oui, qui c'est nous quelque chose qui échappe en même temps, colle, qui. Oui. qui est flexible, qui est malléable, en même temps qui est statique. Enfin, je sais pas, I don't know, to be honest. Hmm. Mais c'est très pertinent ce que vous disiez sur que même quand on devient économiquement ou financièrement riche, ça enlève pas forcément son statut dans la hiérarchie des castes. Et je pense qu'avec ça, on peut enchaîner sur notre dernière séquence où on va essayer de parler du demain, en fait, donc, et l'évolution de ce système des castes dans le futur. Euh, J'aimerais bien partir sur un constat que j'ai pu faire dans mon entourage sur les réseaux sociaux. Il y a de plus en plus d'artistes qui viennent, enfin des basses castes, où il y a une production culturelle, que ce soit de l'art visuel ou de la musique Dalit, qui est partagée avec une grande fierté, avec une revendication de l'identité Dalit. Là où avant, c'était plutôt un sujet de dissimulation, de quelque chose à cacher. Et c'est que maintenant, quand on voit de la production culturelle, en fait, qui revendique ses origines Dalit, la culture Dalit. Et ça vient aussi dans un contexte où, tout à l'heure, je pense que quelqu'un parlait du sujet de l'oppression résultant d'être une femme, mais aussi Dalit. Donc, il y a le sujet de l'intersectionnalité qui devient de plus, les combats différents, le combat féministe, mais aussi le combat Dalit, mais aussi le combat des LGBT. Donc, il y a tous ces combats qui se trouvent à l'intersection dans la vie de plusieurs personnes. Donc, comment vous voyez l'évolution de ces combats et l'identité de caste pour demain? Des réactions? Si je peux me permettre, parce que bon, je travaille dans l'art et la culture, et je fais partie aussi d'un collectif d'artistes Dalit. Euh, si vous voyez un peu, si tu vois un peu l'évolution qui se passe dans le sud de l'Inde surtout,
aux alentours de Madras, surtout autour de ce grand réalisateur Paranjit, qui est quand même devenu le porte-parole de ce milieu culturel et artistique dans le sud de l'Inde. Non seulement enfin, il a commencé à Chennai, mais il s'est quand même, il va maintenant jusqu'à Mumbai, parce qu'il a produit le dernier documentaire de Somnath Bagmore, Chaitya Bhumi, donc qui a été Ah. produit par Neelam, qui est justement la production, la maison de production de Paranjit. Donc, dans le sud, ça bouge beaucoup cette, cette, cette revendication Dalit. Tout à l'heure, il y a quelqu'un du public a demandé qu'est-ce qui reste de ton côté Dalit. C'est cette fierté Dalit qui sort. Donc, on n'a plus honte de parler de notre dalitalité. Elle se Hmm. revendique de plusieurs façons, Hmm. artistiques et culturelles. Donc, il y a une vraie renaissance, on va dire, de la Oui, dalitalité. de toute cette culture, de toutes ces chansons, ces œuvres d'art qui, pour longtemps, étaient cachées, n'étaient pas affichées dans les médias mainstream, mais maintenant, ça occupe beaucoup plus l'espace public. Mais d'un autre côté, du coup, cette revendication de son identité caste, quand ça se passe chez les castes supérieures, ça a une forme différente. Parce que, en fait, la revendication chez les basses castes, ça résulte dans cette production culturelle, mais chez les castes supérieures, tout à l'heure, Sandrine, elle parlait des Japs aussi, où ça peut devenir un instrument d'affirmer sa supériorité. Ou, et typiquement pour les brahmanes, ça devient une manière d'affirmer la suprématie brahmanique de manière décomplexée. Et ça aussi, c'est quelque chose qu'on constate sur les réseaux sociaux. Mais c'est une question de push and pull. Tu vois, Hmm, c'est le dynamisme, c'est ça qu'on appelle en anglais. Plus il y a une partie de une caste va s'affirmer de plus en plus, et à l'autre côté, les castes traditionnelles vont commencer à se rebiffer. Ils vont commencer oui, à il va y attaquer avoir une réaction une à ça. réaction à ça. Donc, Oui, c'est action, plus ou moins réaction. normal, on va dire. C'est Hmm, normal, mais c'est comme ça se passe. Et c'est ce qui se passe en plus. Mais pour en revenir, juste pour finir, pour tout ce qui est ce côté artistique et culturel, il y a une forme de revendication d'affirmation. Par exemple, Ranjit a commencé Cashless Collective, qui est oui. un groupe de mouvements artistiques. Et justement, comme je vous ai dit tout à l'heure, enfin, quand on a fait notre séance euh, pour voir comment ça allait se passer. Justement, les mois d'avril, le Dalit History Month commence à prendre de plus en plus d'ampleur dans tous les pays Hmm. du monde. Et c'est quelque chose de très récent, en fait. Très récent, ça remonte à 4 ou 5 ans, on va dire. Hmm, Et donc, dans le Dalit History Month, qu'est-ce qu'on fait? Bien sûr, il y a des messages politiques, il y a des trucs, mais c'est hmm, l'art et la culture qui sont mis en valeur. hmm, Et tous les artistes, quelle que hmm, soit leur discipline artistique, sont mis en valeur justement pour revendiquer cette dalitalité. hmm. Très bien. Je vais juste faire un tour de table avant de passer aux questions et réponses. Sandrine, comment tu vois l'évolution des castes, notamment chez les OBC ou chez les castes supérieures? Est-ce que cette revendication de caste va continuer d'exister ou comment c'est en train d'évoluer avec la nouvelle génération? Alors, je fais jamais de prédictions sur l'évolution, j'en suis incapable, je sais pas, mais je peux faire des constatations. Moi, ce que je Oui, vois, oui, oui, des c'est constellations, oui. que c'est que la notion de dans la caste, elle est devenue moins stricte. C'est-à-dire qu'avant, il Hmm, fallait pas parler à quelqu'un, il fallait pas s'habiller d'une certaine manière. Maintenant, finalement, les castes entre elles, elles interagissent, au moins politiquement, économiquement. On se marie pas forcément, ce qui reste très oui, ça, fort. c'est toujours une barrière qui reste même La, forte la aujourd'hui. barrière qui reste forte, c'est le mariage. C'est-à-dire qu'on peut Mariage. travailler ensemble, on peut s'allier politiquement, on peut faire plein de choses ensemble, mais se marier, Hmm, même si on est les meilleurs amis du monde, enfin, se marier, faire des mariages arrangés, ça, c'est autre chose. Et là, et même faire des mariages d'amour, là, par contre, c'est pas, c'est vraiment, les mariages d'amour, c'est des mariages courageux parce que mariage d'amour veut dire des mariages intercastes. Et ce qui n'est pas
des mariages valorisés en Inde, hein. Moi, j'ai fait une enquête à un moment donné sur des couples qui intercastes, qui eux, finalement, disaient, finalement, c'est difficile, ça va être difficile pour nos enfants, pour les mariés. Mhm. Et aussi, finalement, les mariages arrangés, c'est aussi pas trop mal parce que finalement, tout le monde trouve chaussure à son pied. C'est-à-dire qu'on peut avoir certains handicaps Mhm. économiques, physiques, Mhm. on trouve toujours quelqu'un. Donc le mariage arrangé n'est pas en soi quelque chose du tout de négatif et ça reste très fort. Et donc Mhm. mariage arrangé dit endogamie, dit donc maintien du système de caste. Et puis en plus, avec ces réaffirmations d'identité, de fierté de la caste, Mhm. donc il y a une sorte de... J'ai l'impression que moi, la caste, elle reste forte, mais elle est moins stricte au niveau de Des certains peuples. interactions entre les différentes castes. Voilà. C'est comme Ok. l'alimentation. Avant, c'était... Mhm. Et maintenant, Mhm. c'est des écarts. Mhm. Et du coup, Euh, les enfants ou la génération qui peut résulter des mariages intercastes qui restent très peu nombreuses, même aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe pour leur identité de caste en fait? Et ça ben, brise un peu la notion parce par que. exemple, je vous raconte une anecdote, hein. C'était une brahmane qui a épousé un Raika ou BC, donc caste moyenne. Donc, elle, euh, et ils ont eu un fils. Lui, c'est un politicien de Bombay, assez influent, mais qui a été rejeté par sa communauté parce qu'il s'est marié avec une brahmane. C'est le frère cadet qui est invité, alors que économiquement, politiquement, eux, ils sont aisés, mais il a été rejeté. Et le problème, c'est de marier le fils. Marier le fils parce que, alors là, évidemment, hors de question de marier le fils avec la communauté brahmane, mais au moins avec la communauté obisique, donc communauté inférieure. Mais même là, ils ont des difficultés de trouver une épouse parce que elle me disait, mais les femmes ne veulent pas que leur fille côtoie une brahmane qui ne connaît pas leurs coutumes. Donc elle me disait un peu désespérée, je vais envoyer mon fils dans une école en Suisse et il va épouser, il va tomber amoureux, j'espère, d'une européenne. Genre, Voilà. c'est plus facile de se marier avec un étranger que quelqu'un qui n'appartient pas à ta caste, quoi. Ouais. Ben, Et, dans ce mais cas-là, ben, oui, oui. pas le choix, ça sera mariage d'amour Mm. avec, Oui, espérons-le, oui. avec. Mais je confirme, même dans mon entourage, parce que j'ai plusieurs amis, du coup, qui ont immigré dans d'autres pays, ou soit aux États-Unis, soit en Europe. Mais ils me racontent tous que même jusqu'à aujourd'hui, les parents, ils peuvent pas supporter ou ils sont très mal à l'aise avec l'idée de marier hors de sa caste. Par contre, se marier avec un Européen ou un Américain, préférablement blanc, ça pose pas de problème. Donc, Parce que le blanc n'a pas de caste. oui, ça vaccine contre l'impureté, je pense. Jules, est-ce que tu as une réaction sur cette Euh, je, 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 évolution je vais être de la... très rapide parce qu'autrement, Oui, oui, on va avoir seulement 5 minutes pour le public. oui, oui. Euh, non, mais une chose qui est important de dire, c'est que certes, les choses, enfin, il y a des transformations à l'œuvre énormes et la caste se recompose encore et toujours. Et certes, émergent des formes d'affirmation de groupes opprimés qui sont capables de faire émerger des formes de fierté et puis des mouvements sociaux qui permettent d'affirmer la présence de ces groupes. Mais dans le même temps, on voit aussi se développer des formes de réactions très puissantes, très violentes. Donc on sait que l'Hindutva est au pouvoir. On a des groupes comme le Sanatan Dharma qui se construisent autour de l'idée de défense de la caste dans sa conception Mhm, la plus brahmanique et la plus oppressive possible. mhm, Et on ne sait pas très bien dans quelle direction ça va aller. On a des demandes pour des recensements sur la base de la caste, comme je disais, pour mieux comprendre les mécanismes d'oppression de la mhm, caste. Et en même temps, il y a des forces très puissantes aussi pour aller dans le sens inverse
de cette Mhm. reconnaissance, Mhm. d'un effort pour mieux comprendre ce qui se joue. Et on ne Mhm. sait pas très bien, à vrai dire, dans quel sens ça tourne. S'il y a une chose qui est sûre, c'est que dans quels que soient les scénarios, la caste continuera d'exister. C'est une Mhm. institution extrêmement agile qui sait se recomposer et Mhm. quels que soient les régimes politiques, économiques à l'œuvre. Mhm. Donc, on Mhm. peut lui faire confiance en quelque sorte. Mhm. Merci beaucoup pour vos éclairages à ce sujet. Et Moi, je vais avec juste ça, terminer avec ça, oui, Aditesh. Nos habitudes ont changé, mais les mentalités ne changent pas. oui, oui, je suis, c'est très pertinent. Maintenant, on peut passer aux séquences des questions-réponses. Donc, je vais lire quelques questions que notre auditoire nous a posées. Donc, notamment, la première question, c'est quels sont les documents officiels en Inde aujourd'hui qui exigent la déclaration de la caste? Où voit-on officiellement la caste d'un individu? Donc, moi, personnellement, je me souviens il y avait ma caste affichée sur mon certificat de scolarité quand j'ai quitté l'école. Et sinon, il y a aussi, bien sûr, le certificat de caste, qui est un document explicite pour certifier de l'identité de caste. Est-ce qu'il y a d'autres documents qui vous viennent à l'esprit où on peut voir l'identité de caste d'une personne? Bah, officiel, non, mais le certificat de caste qui est le document qu'il faut arriver à produire pour bénéficier de réservation, oui, c'est quand même, mais c'est un document qui d'ailleurs interroge sur qu'est-ce qu'une caste, comment est-ce qu'on se fait certifier l'appartenance à telle ou Hmm. telle caste, qui entre en jeu, quelles sont les personnes consultées pour confirmer l'appartenance ou non-appartenance. Ce serait trop long d'en parler ici. Par ailleurs, je suis pas complètement spécialiste de ça, mais j'ai lu des travaux de personnes qui ont enquêté là-dessus. Effectivement, c'est beaucoup moins simple qu'on pourrait le penser. Et on sait aussi qu'il y a des usurpations, des personnes de haute caste qui se font délivrer en utilisant des réseaux de corruption, des Ah certificats oui, de basse caste pour pouvoir des fausses, bénéficier des réservations. ah Donc oui. là encore, on a un exemple, une inversion. Tout à l'heure, j'évoquais les alliances politiques entre Brahman et Dalits. Là, on a des Dalits des Brahmanes, pardon, qui se font passer pour Dalits pour obtenir des ressources. Donc la caste, elle est travaillée par tout ça. Mais dans la majorité des cas, ça reste des documents non officiels et des identités non officielles. Oui, il y a des identités qui sont plus perçues par soit le nom, parce que même avec le nom, on peut deviner la caste de Mm, quelqu'un ou des habitudes alimentaires, entre autres, dont mm, on a parlé tout à l'heure. mm. Il y a une autre question qui me semble très curieuse, c'est a-t-on un système de caste en France? Est-ce que l'idée de caste, ça se montre en France? Dans la communauté Pas- indienne, c'est pas précisé, mais justement, je trouve ça intéressant. Est-ce qu'on observe des castes et cette notion d'entre-soi dans les classes sociales en France? Bien, Ah bah, j'imagine. la notion d'entre-soi, c'est une notion en elle-même. C'est pas, il faut pas assimiler la caste à Ah l'entre-soi. oui. Mais Harry faisait bien de réagir en disant parmi les Indiens ou Parmi enfin, les, parmi oui, oui. les personnes d'origine indienne. Donc Mhm. il y a effectivement une première chose qui est que le système des castes s'importe et s'exporte plutôt. Donc on avait évoqué tout à l'heure le cas américain, le cas britannique et en France aussi on a d'ailleurs voilà Aubervilliers, on a un temple Ravidassia de personnes Mhm. originaires du Pendjab, de caste Mhm. Dalit, voilà, donc c'est une marque parmi d'autres. On a aussi des temples Mhm. qui vont être fréquentés plutôt par des migrants de haute caste, etc. Enfin, et aussi et on a des formes de discrimination, on a de l'endogamie qui se... Après, il y a la question de savoir est-ce que la société française elle-même est une société de caste. Alors là, ça implique de savoir déjà à quel type d'institution on a affaire
quand on parle de la caste. Parce que là, jusque-là, on s'est réfugié derrière une chose bien pratique qui est que on Hmm. employait le terme caste tel qu'il est généralement accepté dans le cadre indien, même si on ne Ah, sait pas bien. toujours très bien de Oui. quoi on parle, on sait quand même Hmm. que c'est quelque chose qui existe, qui a des effets. Hmm. Et, mais pour arriver à dire si ce qui se passe en Inde, on le retrouve à cette forme de division sociale qu'on observe en Inde, est-ce qu'on en retrouve des formes similaires ailleurs? Alors là, ça m'amènerait à des développements un peu compliqués. On n'en a pas le temps pour Oui, voilà, oui, bien sûr. Ça comparer reste très particulier au la contexte caste et la indien. race et la classe. Hmm. Mais on a je sais qu'il y a un journaliste de Laurent Mauduit, par exemple, de Hmm. Mediapart, pardon, Laurent Mauduit, qui a écrit un livre qui s'appelle La caste, mais pour parler d'une caste en particulier, qui est l'inspection des finances, ce corps Ah. très puissant de la haute administration française. On sait que dans le contexte américain, on va parler des Boston Brahmins pour parler de certaines familles Hmm. Oui, voilà. Et donc c'est une puis notion qui s'est bien exportée. euh, et on sait que il y a eu beaucoup d'échanges entre le mouvement Dalit et le mouvement afro-américain sur voilà et la sociologie américaine a été très longtemps animée par un débat sur la société de caste américaine. Est-ce que Hmm. avec des sociologues qui proposaient d'employer la notion de caste pour penser les divisions raciales aux États-Unis. Hmm. Ça a fait débat, il n'y a absolument aucun consensus là-dessus, mais ça a donné lieu à des Hmm. réflexions très intéressantes, pertinentes et stimulantes. Hmm. Dernièrement, le Et Texas a adopté la loi comme quoi que la caste est aussi Un critère de discrimination. Hmm. discrimination et ouais, mm, justement, le Texas a adopté cette loi. ouais, c'est Hmm. ce que j'évoquais tout à l'heure avec les mouvements, notamment quand la Californie a fait de même Hmm. avant, les premiers, Hmm. comment des mouvements hindous se sont mobilisés pour dire mais non, 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 il n'y a pas de discrimination de caste, parce que ça serait, en fait, c'est toujours dans cette logique d'invisibilisation que j'évoquais tout à l'heure, Hmm. qu'on avait retrouvé, c'était, j'ai un petit doute sur l'année, je crois que c'était 2000, enfin la conférence de Durban en Afrique du Sud des Nations Hmm. Unies sur les discriminations Hmm. raciales et les discriminations en général, où là, l'État indien avait mobilisé toute sa puissance diplomatique pour faire interdire la reconnaissance de la discrimination de caste sur des bases similaires à celles de race, parce qu'ils savaient que ça Hmm. voulait dire qu'ils allaient avoir l'ONU derrière eux, etc. Et donc, c'est Hmm. très pratique d'arriver à conserver l'illusion que le racisme et le Le caste castrisme, ce sont n'existe des pas, choses oui. différentes, qu'il faudrait surtout pas Hmm. les assimiler parce que ça obligerait à reconnaître publiquement, internationalement que il y a quelque chose similaire à du racisme qui se passe en Inde et Hmm. que c'est massif et structurel. Etc. Hmm. Donc là, Hmm. on voit des formes de... Je sais pas exactement la question qui nous était posée, mais Hmm. Hmm. je pense que Euh, Très bien. Je passe à la prochaine question. Donc, c'est une question où on me demande qu'en est-il de l'intersectionnalité des luttes? Est-ce qu'au sein des mouvements féministes, queer, est-ce que les inégalités castéistes se reproduisent? Je peux répondre à cette question par mon expérience personnelle. Donc, j'ai vécu en Inde jusqu'à l'âge de 22 ans. Et à mon école, j'avais déjà fait mon coming out en tant que personne gay. Et après cet événement, je me sentais à la fois accepté par mon école parce que j'étais dans une école de design, donc c'est des gens créatifs, issus de milieux plutôt aisés, mais dans des rassemblements tels que les Pride à Mumbai, on sent qu'il faut appartenir à une certaine classe sociale et que les queers, les personnes queer qui sont issues des milieux Dalit sont pas forcément très bien accueillies. Il y a une distinction très forte entre personnes gays aisées de haute caste et personnes gays pauvres Dalit. Après, il y a le sujet de est-ce qu'on arrive à s'emparer des codes
de la haute classe. Parce que si en l'apparence et dans ton comportement et dans tes références culturelles, tu as les codes d'une classe supérieure, tu peux te faire accepter, mais dès le moment où l'identité de caste est révélée, en tout cas il y a quelques années, c'était difficile de se faire accepter, même au sein de la communauté queer. Mais c'est quelque chose qui est en train d'évoluer. Et aujourd'hui, quand je parle à mes camarades de classe qui sont, qui sont plus jeunes que moi, je pense qu'il y a une vraie conscience entre la solidarité qu'il faut avoir entre les différentes luttes. Donc, ça évolue dans le bon sens. Des réactions à ça, Harry? Non, mais c'est intéressant ce que tu dis parce que, par exemple, moi, je prends le cas d'une femme Dalit. Non seulement elle est doublement marginalisée, le fait d'être Dalit, en plus d'être femme Dalit dans une société patriarcale Dalit. Donc, c'est pas Mm, c'est pas parce que on est Dalit que le patriarcat disparaît. Le patriarcat mm, existe encore, même dans les communautés Dalit. Donc, t'imagines mm, quoi le combat que la femme Dalit doit mener, non seulement pour mm. affirmer son identité de Dalit, Pas et en plus seulement à l'extérieur, mais aussi dans à sa propre l'intérieur, maison, à chez elle, l'intérieur de elle cette a dit. communauté, et Mm, de se battre tous les jours, au quotidien, pour s'affirmer en tant que femme et combattre le patriarcat. Donc, ça c'est encore un long chemin à parcourir. mm. Tout à fait, tout à fait. Juste Euh, une petite remarque, parce que je vois qu'on n'a plus qu'une minute oui, pour oui. apporter ma pierre sur cette question, c'est que et pour comprendre pourquoi il peut continuer à y avoir des discriminations, enfin ou en tout cas des tensions sur la ligne de la caste au sein de mouvements intersectionnels, tournés vers la défense de l'égalité, etc. C'est que Mm, il y a à la fois, il faut distinguer ce qui relève de la discrimination directe, où on dit oui. consciemment, Mhm, volontairement, je vais discriminer un tel ou un tel, l'empêcher d'accéder à tel, pas lui donner de je sais pas, d'entretien d'embauche parce que j'ai vu sur son CV que son nom suggérait qu'il était de telle classe ou telle autre. Là, c'est de la discrimination mm, directe. De la même mm. manière, on a évoqué des exemples de Oh, voilà, difficulté à trouver un logement, etc. Là, on est sur la discrimination directe. Mais il y a aussi le fait que tout mm. un tas de critères d'évaluation, à ce qui est censé être beau, juste, Oui, les standards de méritant, beauté, les standards de jugement, en les fait, standards de culture. Quel type de chanson? sont des Mm, standards de haute caste. Et il mm, est difficile d'arriver à faire ce travail de déconstruction de mm, quelles sont en fait comment les catégories culturelles que je dois miser pour me diriger dans le mm, monde au quotidien, juger quelque chose de mm, préférable ou etc. mm, Dans quelle mesure ces critères-là sont construits autour de la caste? Et très souvent, en fait, à moins qu'il y ait eu voilà, c'est le rôle des sciences sociales, des mouvements politiques, de la critique sociale, de faire mm, émerger dans les consciences, voilà, cette capacité de réflexité, de voir qu'on est en train de discriminer malgré soi, indirectement, parce qu'on réinvestit des catégories qui sont des catégories mm, chargées en termes de... Mais ce travail, il est toujours fait que de manière imparfaite, et donc même dans les mouvements les plus avant-gardistes et tournés vers l'égalité, il y a de nombreuses personnes qui sont victimes de ces stéréotypes mm. intégrés et qu'ils n'ont pas encore été en mesure de reconnaître comme castelistes. Voilà, c'était une réponse théorique, mais je pense parce que Mais, c'est des mécanismes importants, mais parce qu'en ça fait, répond ça, pour bien, le je pense coup, qu'on touche. en fait, le raisonnement similaire, on pourrait l'appliquer en France sur des questions de race, sur Oui. de genre, de discrimination de genre, de discrimination sur la base de la sexualité. Il y a des stéréotypes qui sont qui vont influer très profondément nos schémas mentaux, la façon dont on prend des Mm, décisions, etc., dont on agit dans le mm, monde, sans qu'on se rende compte qu'en fait, ils sont biaisés et qui conduisent à perpétuer une forme de mm, discrimination. C'est ça la discrimination, donc indirecte, la plus mm, mm. difficile à reconnaître. Oui, 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 notamment la hiérarchie dans la culture. Par exemple, la musique classique indienne est considérée comme étant plus pure que la musique folk, la musique populaire.
chez, qu'on peut entendre dans les villages ou dans les communautés. Donc, il y a une sorte de Mm. hiérarchie entre les différents genres Mais de musique. Et là, mais partout, et c'est ce que dirait Bourdieu, du coup, je vais terminer en citant Bourdieu, c'est que Voilà. les goûts, Allez, enfin. les goûts comme les dégoûts sont profondément classants. C'est-à-dire que tout se construit autour de ça. À partir du moment où on juge quelque Oui. chose comme haut, enfin comme valorisé ou enfin comme dégoûtant ou comme étant justement Hmm. suscitant l'envie, Hmm. le désir. Hmm. En fait, du coup, ben, on va exclure ce qui est du côté du dégoût et puis se rapprocher de ce qui est du côté Hmm. du beau, etc. Et en Hmm. fait, les catégories esthétiques sont des catégories politiques. Hmm. C'est une chose de C'est très base, bien mais qu'on dit. a, et c'est très, L'esthétique est politique. et sans les sciences Hmm. sociales, on n'arrive pas à apprendre, et sans la critique sociale, Hmm. sans des mouvements Oui, oui. sociaux, Hmm. on n'arrive pas à prendre conscience de ça, que Hmm. l'esthétique Hmm. est politique. Merci beaucoup pour ce recul sur l'esthétique et la politique que tu as très bien défini pour nous. Ensuite, nous avons une question, je trouve que c'est une question très récurrente, que moi-même j'ai entendue des fois. Est-ce qu'il ne serait pas plus pertinent de faire de la discrimination positive sur la base du statut économique au lieu de la caste? Parce Là, que il y a... on revient encore à parler de classe et la caste, n'est-ce pas? Sivanandam, et Sivanandan, le grand intellectuel sri-lankais, qui a ce merveilleux magazine qui circule encore, qui s'appelle Race and Class. Donc, Hmm. ça fait pratiquement plus de 30 ans qu'elle existe. Et c'est assez étonnant quand même que ce soit les sociologues ou les chercheurs ou d'autres personnes, les activistes, n'écrivent pas justement de caste and class. Hmm. Ça doit sûrement exister dans différentes formes de recherche, mais qui n'est pas formément, je veux dire, Hmm. ça, Jules sort quelque chose. Ok. Il y a un petit livre là qui s'appelle The Oxford Handbook of Caste et j'ai publié dedans un chapitre qui s'appelle Caste and Class. Donc je Voilà, pourrais donc, tu vous vois, envoyer le D'accord. PDF et tu vois, au public il est n'hésitez grand pas à temps lire. quand même qu'on commence à explorer ce terrain-là, justement parler de caste and class, et ça pourrait permettre justement de répondre à cette question de la personne. Très bien. Bon, je pense qu'avec ça, on peut conclure notre conférence Si de je ce peux soir. juste dire un petit mot, parce qu'on parle Oui, oui, d'intouchabilité, oui, ça va prendre deux minutes, hein, oui, pas oui, plus que ça. vas-y. Dernièrement, Arjuna Panduraj, le grand sociologue, a fait enfin, un événement à laquelle j'ai assisté avec Dilip Menon qui s'appelait Is Caste Still Relevant in India? Il a commencé par un truc vraiment provoquant, comme il est toujours, Arjun, que je connais très bien. Il dit, l'intouchable n'est pas le Dalit, c'est le Brahmin. Je dis, tiens, c'est bizarre. Et j'envoie les textes à Dilip, il me dit, is this man gone crazy or what? Oui. Non, il dit non, parce que c'est le Brahman qui ne veut pas être touché. C'est pas l'intouchable qui ne veut pas être touché. En fin de compte, l'intouchable, Hmm. c'est pas le Dalit. C'est pas l'intouchable qui veut pas être touché. Exactement. C'est le brahman C'est le qui veut pas Brahman qui ne veut pas toucher. être touché. Hmm. Donc, on parle d'intouchabilité, c'est pas le Dalit qui est intouchable, c'est le Brahman qui est intouchable. Hmm. Voilà, Quelle belle phrase pour terminer notre conférence de ce soir et inverser les rapports de exactement. hiérarchie. Donc, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir et vous pouvez retrouver cette conférence sur notre chaîne YouTube bientôt. Et d'ici là, je vous souhaite une très bonne soirée et à une prochaine fois.